La recherche en architecture, bon, c'est un vaste problème. Elle ne date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier. Elle commence peut-être au début du XXe siècle. Par recherche, je voudrais vraiment être très précis. Je parle de recherche scientifique, c'est-à-dire une recherche qui produit des connaissances vérifiables. Le terme de recherche est utilisé de manière très banale par les architectes, surtout depuis que Le Corbusier a parlé de l'atelier de la recherche patiente. Donc certes, il y a une recherche de projet, une recherche liée au projet, une recherche préalable au projet. Et beaucoup d'architectes contemporains ont développé cette composante de leur travail de projet. Une recherche préalable, une mise en forme, un transcodage, une présentation parfois graphique, parfois même tridimensionnelle, des résultats de leur enquête. C'est une enquête que j'ai à l'esprit, évidemment, des gens comme Rem Koolhaas et tous ceux qui se réclament de lui. Donc il y a une recherche, une composante de recherche dans le travail de projet qui est incontestable, à la fois dans sa préparation et dans ses procédures propres. Mais par recherche en architecture, pour moi, il faut entendre la recherche scientifique, c'est-à-dire une recherche qui tend à produire des savoirs, à les renouveler, à les critiquer, et qui se formule non pas sous la forme de projet, mais sous la forme d'articles, d'essais, de textes, peut-être même de films. Et cette recherche-là, elle a une histoire très précise. Elle commence notamment avec les premiers doctorats en architecture, qui ne sont pas une histoire nouvelle, puisque les premiers doctorats en architecture sont mis sur pied en Allemagne autour de 1900, notamment dans les grandes écoles d'ingénieurs allemands. Donc il y a une histoire de la recherche, qui est une recherche doctorale, des architectes écrivent des thèses, et puis il y a ensuite la création de laboratoires de recherche qui opèrent sur des hypothèses, qui mènent des programmes, et je dirais que les exemples classiques, ce sont les laboratoires qui sont créés aux États-Unis dans les années 50, souvent avec l'argent d'ailleurs des militaires. Je pense au travail de Kevin Lynch entre les MIT et Harvard, c'est les Visual Studies qu'il invente à ce moment-là, ce sont des recherches qui sont fondées sur un rapport avec les militaires. Et donc les écoles d'architecture deviennent différentes. Les écoles d'architecture, jusque-là, elles s'appuyaient ou bien sur le modèle des beaux-arts, ou bien sur le modèle des écoles d'ingénieurs, ou bien sur le modèle du Bauhaus, qui s'était diffusé aux États-Unis et ailleurs. Et là, il y a un nouveau modèle qui apparaît, c'est l'école qui s'articule à un laboratoire de recherche, qui héberge un laboratoire de recherche. Donc ça, c'est l'histoire. Dans le cas français, les choses commencent dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, on peut en parler. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Il est très difficile de faire un bilan en 2 mots, parce que la recherche en architecture est une activité foisonnante, qui est une recherche qui porte à la fois sur l'architecture, qui est une recherche peut-être en architecture, ce qui est un petit peu différent, qui convoque des savoirs et des problématiques très, très variées. Des recherches historiques, mais elles-mêmes opèrent à des échelles très, très différentes, des recherches qui sont menées avec les instruments des sciences humaines, sur la sociologie de la profession, sur les procédures internes à la profession, sur ses hiérarchies, sur ses relations avec les usagers, des recherches qui sont plus à l'articulation de la psychologie de la sociologie, sur les usages, sur la perception de l'architecture, des recherches sur les ambiances visuelles, acoustiques, thermiques, des recherches sur les questions de l'énergie, des recherches sur les aspects territoriaux de l'architecture. Donc je dirais que c'est un champ extrêmement vaste dans lequel il y a des chercheurs dans leur labo, quelques publications et pour l'essentiel une grande incompréhension qui n'est pas nouvelle entre le monde de la profession et celui de la recherche. Donc, il y a en fait une espèce d'autonomie. La recherche jouit d'une certaine autonomie qui est absolument nécessaire pour qu'elle se développe et qu'elle se programme elle-même, mais qui tend peut-être à l'isoler de ce qui se passe dans la sphère du projet. Et le phénomène n'est pas que français. La plupart des écoles importantes dans le monde aujourd'hui qui ont une activité de recherche, ou des instituts qui font de la recherche, sont assez centrés sur eux-mêmes. Alors, en France, on croit beaucoup et on pratique beaucoup la recherche collective. Il y a des laboratoires, il y a des équipes, il y a des programmes qui distribuent de l'argent à des équipes.
C'est un dispositif qui existe aussi dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne, dans une moindre mesure en Italie, peut-être un peu en Espagne. Ce n'est pas le modèle américain. Le modèle américain, à quelques exceptions près, c'est un modèle individuel. La recherche, c'est des gens qui écrivent, qui font du travail dans leur coin et qui le font tout seuls. Que, sauf peut-être dans les domaines les plus technologiques, où il faut du matériel, il faut des machines, il faut des robots, il faut des scanners perfectionnés, ou bien il faut mener des enquêtes de psychologie et d'ergonomie, où là, il y a de véritables labos. Donc, la véritable différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de pratiques individuelles de la recherche. En même temps, il y a d'autres aspects. Il y a des bibliothèques qui sont efficaces et qui marchent. Et il y a sans doute des cadres de discussion qui sont peut-être plus ouverts qu'en Europe. Mais il ne faudrait pas idéaliser non plus les fonctionnements américains. Alors, dans l'expérience de ma génération, il y a eu des moments où la recherche sur l'architecture ou dans l'architecture a été en contact avec d'autres types de travaux. Je donnerai un seul exemple qui est celui de Michel Foucault. Foucault commençait sur la prison, a aussi travaillé à un moment donné avec Bruno Fortier sur les hôpitaux. Et je sais que de son contact de ce contact sont venues des idées qui ont eu une certaine importance pour lui. Aux États-Unis, certains, notamment dans le moment de l'épisode ou de la saison postmoderne, et en Europe aussi, il y a des philosophes qui se sont saisis d'idées qui venaient du champ de la recherche, de l'architecture, mais peut-être plus du champ de l'architecture qui se pratiquait, que je pense à des gens comme Frederick Jamison aux États-Unis ou Jürgen Habermas en Allemagne. Mais c'est vrai que leurs idées venaient plutôt du champ de la pratique que du champ de la recherche elle-même. Le problème de la recherche architecturale, c'est qu'elle produit peu de livres qui ont véritablement un impact au-delà du monde étroit de l'architecture et de ses écoles. J'ai un ou deux exemples personnels que j'aurais la vanité de citer, mais je crois que le livre que j'ai fait avec Monique Elab sur Casablanca et sur l'histoire de Casablanca au XXe siècle a eu un impact sur les anthropologues, les sociologues et les historiens marocains, qui les a aidés et qui les a stimulés à développer leurs propres projets. Donc je crois que dans certains cas, des objets ont été créés par un discours venu de l'intérieur de l'architecture. Enfin, il était déjà, dans le cas de ce livre, un peu infléchi par les sciences sociales, et ça a rebondi. Je crois qu'un des problèmes, c'est que les architectes ou les chercheurs en architecture soient capables de constituer des ensembles de données communicables et utilisables par d'autres. Ce sont souvent des ensembles visuels. Or, les sciences sociales, notamment en France, sont aveugles dans la plupart des cas, ne sont pas capables de s'emparer, sauf les historiens de l'art, des matériaux visuels. Donc, j'inverse sur la question, que faut-il faire pour que la recherche dans le champ de l'architecture soit communicable et utilisable? Il faut qu'elle utilise des codes accessibles à tous et qu'elle ne se renferme pas dans ses propres codes. On peut appeler tout recherche. Toute quête organisée de connaissances peut être dénommée recherche. On parle même de la recherche de soi. Mais moi, ce qui m'intéresse, je tiens à distinguer, je ne suis pas fanatique de ça, mais il faut distinguer ce qui est recherche scientifique, encore une fois, production de connaissances vérifiables, et ce qui est activité d'investigation. Donc, je suis très sceptique quant au discours sur la recherche par le projet. Mais en revanche, il est clair que l'attitude de projet, le design, c'est-à-dire le fait de se centrer sur l'idée de produire, en tout cas de préparer ou de simuler la production d'un objet spatial, petit, grand, XL, mobilier, bâtiment, territoire, ça peut avoir une fonction intégratrice et mobilisatrice pour d'autres disciplines. C'est un modèle utilisable. Et on voit aujourd'hui un certain nombre d'universités américaines, je pense à Stanford ou à Harvard, qui mettent au premier plan, dans la formation des autres disciplines, le projet comme expérience, et pas la recherche sur le projet. Donc, c'est vrai dans des disciplines qui
par ailleurs, utilise essentiellement des outils numériques ou utilise des outils discursifs, elles découvrent qu'il y a un travail spécifique d'imagination, de conception imaginative qui peut les amener à se dépasser et à se réinventer. Mais ça n'est pas nécessairement de la recherche pour autant. Je parlerai de ce que je fais. Il y a mille manières de faire des expositions. On peut faire des monographies d'architectes simples, du premier projet au dernier, ça ne pose pas de problème, ou des expositions liées à des projets particuliers ou à des topographies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le registre thématique, et je me dissocie. Et pour ça, l'exposition, elle est à la fois consommatrice et productrice de recherche. On arrive, prenons l'exemple de l'architecture uniforme, donc une exposition qui a commencé sa vie à Montréal en 2011, qui ensuite, d'une certaine manière, est née une deuxième fois à Paris en 2013, puis est allée jusqu'à Rome dans une version aussi un peu différente. Donc c'est une exposition qui est, dont j'ai eu l'idée parce que je me révoltais contre le fait que l'on parle sans cesse de l'après-guerre sans jamais savoir ce qui s'était passé pendant la guerre. Je vais aller voir. Et du coup, j'ai commencé à lire des choses. J'ai fait une conférence, puis deux conférences, puis un séminaire avec des étudiants à New York, puis un séminaire à Princeton, puis un séminaire à UCLA, qui m'ont permis à la fois de me parler à moi-même et en public, de faire travailler les étudiants sur certaines des hypothèses. J'ai organisé un colloque avec deux jeunes chercheurs à New York et un autre à Milan. Donc l'exposition est arrivée comme au terme d'une série d'épisodes de recherche qui ont été les miens et ceux de gens autour de moi. Et puis l'écriture du livre indispensable a permis à nouveau, parce que l'écriture force à aller au fond de certaines choses, à revoir des archives ou à faire parler des témoins. Donc le livre a été encore une dernière composante qui m'a permis d'affiner le choix des objets que j'ai montrés. Donc je ne peux pas séparer dans ce projet et dans ceux que je mène en ce moment ces moments qui sont le partage des questionnements avec les étudiants et l'engagement de ces étudiants à avancer et à découvrir des choses avec moi, l'écriture et la préparation de l'exposition, qui est tout à fait quelque chose de tout à fait différent. Dans une exposition, la différence entre un livre et une exposition est la suivante. Dans un livre, on peut dire ce qu'on veut, et on peut à la limite toujours trouver les images dont on a besoin, dans une qualité plus ou moins bonne. Dans une exposition, on doit emprunter les objets. Exemple, la gouttière pour les jambes cassées des marins américains, des IMSS. Bon, celle-ci, je l'ai achetée sur eBay, je l'avais empruntée ailleurs au moment de l'exposition, mais on ne peut en parler dans l'exposition que si on montre cet objet, un objet intéressant. Sinon, tout ça reste très sec. Donc, c'est une autre démarche. C'est d'une autre démarche qu'il s'agit. Et je dirais que de ce point de vue-là, mon expérience des universités américaines m'a un peu gâté. Et je suis un peu... J'ai travaillé dans le passé dans la même perspective en France. Je pense notamment à une exposition qui est maintenant très ancienne, qui est celle que j'avais montée au pavillon de l'Arsenal en 91 et qui s'intitulait Des fortifs aux périphes, sur l'histoire du dernier anneau de Paris. C'est une exposition qui était sortie d'un séminaire que j'avais donné, auquel avait participé un jeune architecte canadien qui s'appelait André Lorty, que j'ai embarqué dans l'affaire, qui est devenu commissaire avec moi. Donc, dans ce cas-là, l'exposition est vraiment partie d'hypothèses lancées dans un séminaire et qui ensuite se sont transformées. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je mesure bien la différence quand je vois la qualité du travail que font les étudiants américains. Non pas parce qu'ils seraient plus intelligents, d'ailleurs ils ne sont pas tous américains, la moitié des étudiants américains sont chinois aujourd'hui, mais non pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus cultivés, ils ont une culture un peu différente, mais parce qu'ils ont les moyens, ils sont dans une situation où le séminaire enseignement devient un vrai séminaire de recherche. Même s'il ne dure que 4 mois, ils ont accès aux bibliothèques, au centre d'archives, et donc en quelques jours, ils ont la documentation qui leur permet de commencer à travailler, à écrire et à présenter des choses dans la salle de classe, et ce qui leur permet d'aboutir avec un mémoire stimulant et bien cadré en quelques semaines après la fin du cours. Donc,
pour moi, il y a une productivité du séminaire de recherche américain que j'aimerais bien retrouver en Europe. Je ne suis pas sûr d'y parvenir. Je crois que c'est une erreur d'avoir supprimé le TPFE, euh, il se trouve, quand on regarde rétrospectivement l'histoire de l'enseignement en France depuis 68, parce qu'avant c'était un diplôme qui était un projet, il y a eu des diplômes qui étaient absolument textuels, hein, ou en tout cas qui étaient critiques ou historiques, où il n'y avait pas de dimension intellectuelle. Le mien en particulier, celui de Jacques Lucan, enfin, je pense à quelques diplômes des années 70. Certains sont restés dans la mémoire, d'autres, la plupart ont été oubliés. Bon, c'était une démarche. Ensuite, progressivement, il y a eu l'idée d'adosser dans certaines écoles un projet et un mémoire, et je pense que ça a produit de la très bonne recherche. Et il est dommage d'avoir évacué ça. C'est comme si ceux qui ont présidé à ces réformes récentes oubliaient que l'architecture, c'est toujours indissociablement le livre et l'édifice. Palladio, c'est le livre et l'édifice. Ledoux, c'est le livre et l'édifice. Le Corbusier, c'est le livre et l'édifice. Robert Venturi, c'est l'édifice et le livre. Rem Koolhaas, c'est le livre et l'édifice. Donc, n'oublions pas cette dimension de l'architecture qui n'est pas faite que de projets de bâtiments, mais qui est aussi faite de livres, d'une perspective critique, d'une capacité des architectes à utiliser le livre pour porter un regard sur le monde. C'est ce qu'a fait Venturi à Las Vegas, c'est ce qu'a fait Koolhaas avec certains de ses livres, c'est ce qu'avait fait Le Corbusier avant. Donc je trouve que dans l'idée dans l'idée qu'il y aurait une sorte de jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'en ne faisant que du projet et pas de recherche, on serait en plus une espèce de dimension macho là-dedans, le projet serait viril, la recherche serait efféminée. Donc je ne plaisante pas, c'est comme ça que je le perçois. Et surtout l'idée que c'est un jeu à somme nulle, que plus on pense, moins on projette. Donc surtout ne pensons pas trop, n'écrivons pas trop et faisons des projets. Donc moi je suis très hostile à cette idée. Et encore une fois, je suis dans une certaine mesure gâté ou déformé par mon expérience américaine, qui est de voir coexister dans les bonnes écoles, il y a aussi des écoles qui forment des projeteurs étroits, mais de voir dans les bonnes écoles, au niveau des graduate schools, au niveau des masters, des gens qui sont capables de faire d'excellents mémoires et qui vont être définis par cela. Ce modèle du jeune professionnel qui est défini non pas simplement par son habileté à concevoir, mais aussi par le fait qu'il ait une position critique et une position théorique euh, fondée sur un travail spécifique. C'est quand même, finalement, si on réfléchit précisément au succès de quelqu'un comme Koolhaas, c'est quelqu'un qui a fait des projets qui ont été remarquables et qui ont été portés par ses livres. Et sa capacité à réfléchir et à tenir un discours sur le monde environnant. Je crois qu'il faut penser à ça. Ce ne sont pas les bêtes de projet qui, aujourd'hui, sauf quelques exceptions que je ne nommerai pas, qui dominent et qui vraiment tirent la culture architecturale vers l'avant. C'est une manière, en plus de se présenter. Enfin, je pense que si ensuite vous voulez aller voir chercher du boulot en agence, qui est quand même sans doute assez utile, c'est pas mal de se présenter en disant voilà ce projet que j'ai fait, et voilà ce que j'ai écrit, est-ce que je sais faire de la recherche, une enquête, et je sais l'interpréter, parce que faut pas oublier que ça reste une composante. Il y a quelques années, le RIBA en Angleterre a fait une analyse ce serait marrant d'actualiser aujourd'hui, de ce à quoi les architectes passaient leur temps. C'est assez frappant. Entre suivi de chantier, réunion, écriture et dessin. Intéressant. Ça montrait en fait à l'époque que l'écriture était une partie très importante. Écrire un rapport justificatif, écrire un texte de concours, etc. Faire, je ne parle pas du trivial, qui est de faire un compte rendu de réunion de chantier. Et donc, ce n'est pas une part négligeable. Et encore une fois, regardons d'où vient la pensée architecturale. Elle s'est formulée au-delà de ce qui est gestuel, formel, ce qui existe évidemment, ce qui est inévitable, mais c'est quand même formé verbalement.
Moi, je suis farouchement, depuis la fin des années 60, quand j'étais militant étudiant, quand j'étais syndicaliste enseignant, je suis à fond pour l'intégration des écoles d'architecture à l'université. Pour différentes raisons. D'abord, je pense que la phobie vis-à-vis de l'université est débile. Personne ne peut aujourd'hui oser dire que le fait que l'école d'architecture de Harvard soit à l'intérieur de l'université de Harvard soit mauvais, ou que celle de UCLA soit à l'intérieur de UCLA soit mauvais, et que ça bride la créativité des gens. C'est un argument que j'ai entendu 50 fois en France. Je trouve une sottise accablante. Donc, ça, c'est le premier point. Les universités ont été des creusets pour les écoles d'art, les écoles d'architecture, les écoles de musique. Elles savent faire ça, comme elles savent accueillir des écoles de médecine, mais aussi des départements de philosophie, d'anthropologie. Donc, les universités sont de bons espaces pour le développement en architecture. Et il y a une raison qui est aussi très importante aussi, c'est qu'être dans une université, au-delà des choses matérielles, de meilleures bibliothèques, de meilleurs services, les bibliothèques qui sont ouvertes dans le cas américain 24 heures sur 24. En France, on sait que c'est difficile pour beaucoup de raisons, y compris syndicales, mais bon, outre l'accès aux ressources, c'est une chose importante. Mais une autre, et qu'on ne parle pas des problèmes des budgets des universités en France. Certes, les écoles d'architecture, par des étudiants, sont mieux financés que les départements de lettres classiques, mais qu'on ne prenne pas prétexte de la misère des départements de lettres classiques pour ne pas se poser la question. Ce que je voulais dire, c'est que quand une école d'architecture est dans une université, ça veut dire que les étudiants ont accès aux meilleurs physiciens, aux meilleurs chimistes, aux meilleurs philosophes, donc à ceux qui ont fait carrière chez leur père, ceux qui ont été reconnus par leur père et qui sont à la pointe de leur discipline. Je ne nie pas qu'il y ait d'excellents sociologues, d'excellents physiciens dans les écoles d'architecture, mais ce sont des gens qui, en général, ont choisi, dans certains cas, n'ont pas réussi à faire leur carrière à l'université, dans d'autres cas, n'ont pas réussi à le faire, et en tout cas ne sont pas dans les meilleurs laboratoires de leur discipline, qui sont les laboratoires internes. Il y a, dans le cas français, notamment une grande tradition du travail commun avec les sciences sociales dans les écoles d'architecture. Excellent, et qui n'aurait aucune raison de ne pas continuer dans un cadre universitaire. Mais cet accès aux meilleurs cerveaux de toutes les disciplines que permet l'université, il est quand même idiot de préconiser de l'éviter et de penser que ça peut être dommage pour les écoles d'architecture. Donc je ne vois aucune raison autre que des raisons bureaucratiques et corporatistes. Une des raisons fondamentales dans le cas français, il ne faut pas le nier, c'est une raison de pur jeu administratif. C'est-à-dire que les écoles d'architecture représentent pour le ministère de la Culture des milliers d'emplois. Et donc, les ministères de la Culture successifs n'ont jamais voulu lâcher ces emplois, parce que cela signifierait que leur périmètre administratif et budgétaire se réduirait. Donc, elles ont toujours été réticentes. Quant aux universités, elles ont toujours, à certains universitaires, à certains bureaucrates d'université, elles ont toujours pensé que les écoles d'architecture étaient des institutions dangereuses, potentiellement subversives, ou en tout cas qui les stressaient. Et donc, elles ne se sont pas pressées, sauf dans quelques cas. Donc, moi, je reste absolument convaincu que le salut des écoles d'architecture, c'est d'être, non pas adossé, mais d'être vraiment participant du système de formation universitaire au meilleur niveau. Pourquoi la France serait-elle obstinée à garder ces écoles autonomes contre tout bon sens? Donc, j'en ai expérience, vraiment, je le vois concrètement, en baladant un peu dans le monde. C'est incompréhensible. Personne ne comprend ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci.